Et oui. Et ce que je vais essayer de faire avec Sophie Liconi, c'est essayer. Donc, c'est un poème de Stéphane Mallarmé. Stéphane Mallarmé, qui est né en 1842 et qui est mort en 1898. C'est un sonnet qui est intitulé Sonnet en X, dont on en connaît deux versions. On en connaît une première version qui date de 1868, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Et une seconde version qui a été écrite 18 ans plus tard, en 1897. Ce que vous voyez devant vous est donc la version de 1897, la version définitive dont on va essayer de parler. Ce que je vais essayer de vous proposer maintenant, c'est de considérer que ce que vous avez devant les yeux, en tant que poème, est une image. Et ce sera l'hypothèse de ce jour, et je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. Alors, je vais en faire une très rapide lecture, que vous puissiez au moins l'entendre, et puis qu'il puisse rentrer dans vos têtes, au moins comme son, et puis après, les choses se feront. Ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx, l'angoisse ce minuit soutient, lampadophore, main rêve vespérale brûlée par le phénix que ne recueille pas de cinéraire amphore sur les crédences au salon vide. Nul ptix abolit bibelot d'inanité sonore, car le maître est allé puiser des pleurs au styx avec ce seul objet dont le néant sonore. Mais, proche, la croisée au nord vacante, un or agonise, selon peut-être le décor, des licornes ruant du feu contre une nyx, elle, défunte, nue en le miroir, encore que, dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe de scintillation sitôt le septuor. Alors voilà, ça c'est donc un poème. Je rappelle un poème dans une forme parfaitement classique, c'est une forme de sonnet, 2 quatrains, 2 tercets, sonnet en alternance, vous avez 2 rimes, rime en or, rime en X, vous avez 8 rimes en or et 6 rimes en X. J'en reparlerai tout à l'heure et j'essaierai de vous expliquer un certain nombre de choses. Alors, cet objet... Donc, mon hypothèse, c'est d'essayer de vous présenter cet objet comme une image. Okay, donc, ce que je vais interpréter, c'est l'idée que le poème de Mallarmé est une image. C'est-à-dire que je ne vais pas vous interpréter ce qu'il dit. Et je vais vous expliquer pourquoi, etc., etc. Je ne vais pas vous interpréter le sens du poème, je vais vous interpréter ce qu'il est en tant qu'image. La première chose que je vais essayer de vous commenter, c'est de considérer qu'en 1968, la première version du poème, Mallarmé lui avait donné un titre. Et Mallarmé lui avait donné le titre suivant, il l'avait appelé « Sonnet allégorique de lui-même ». Et ça, c'est ma première indication. C'est-à-dire que, une première hypothèse qui me permet de dire qu'effectivement, ce que je vous dis est bien ce que je vous dis, c'est-à-dire c'est bien une image. Le sonnet est donc un dispositif tautologique, c'est-à-dire qu'il est allégorique de lui-même. Je vous rappelle qu'une allégorie, si on reprend la question du dictionnaire, une allégorie n'est jamais autre chose qu'une manière de représenter une idée abstraite. Okay, c'est ce que dit le terme allégorie. Une allégorie n'a jamais dit autre chose qu'une manière de représenter une idée abstraite. C'est-à-dire que le texte, la parole, donnerait des éléments abstraits. Le poème, ici, deviendrait une manière de représenter d'une idée abstraite, c'est-à-dire deviendrait une image. Et que le terme allégorie provient du grec allos, qui veut dire autre, et agéreo ou agérein, qui veut dire dire. Donc ça veut dire dire autrement. C'est-à-dire ce que le poème est, c'est une manière de dire autrement ce que le dit dit. Okay, voilà, on va passer par une autre étape. Deuxième hypothèse, c'est que quand le texte est publié, en 1887, il est publié dans une édition extrêmement complexe de la part de Mallarmé, qui est une édition qui est dite photolithographiée. C'est-à-dire que le Mallarmé publie un recueil extrêmement cher. Il vaut 100 francs à l'époque, ce qui équivaut quasiment à un gros salaire d'ouvrier. Et c'est édité à 40 exemplaires. Et ce sont les manuscrits de Mallarmé qui sont donc photolithographiés. C'est-à-dire c'est à la fois la question de faire une photographie et de faire une lithographie du truc. C'est-à-dire vous voyez la main de Mallarmé, enfin vous voyez le geste de la main de Mallarmé. Ce n'est pas du texte qui est du caractère d'imprimerie, c'est le facsimilé du geste de la main. Vous regarderez, j'ai oublié de vous mettre une image, mais on a les images, hein, c'est un certain nombre de feuilles qui ont évidemment jauni depuis le temps, mais donc vous voyez évidemment la reproduction de la manière avec laquelle Mallarmé écrit. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là aussi, c'est encore une fois une image. Donc, c'est les deux premières hypothèses qui me permettent de vous dire que c'est une image. Troisième hypothèse, c'est que juste avant la publication de ça,
enfin, bien avant la publication de ça, c'est-à-dire au moment où Mallarmé va travailler sur son texte, il va écrire, le 18 juillet 1868, une lettre à Henri Casalis. Et je vais vous lire une partie de cette lettre parce que la lettre est extrêmement importante. Alors, expérimente pour plusieurs raisons. C'est que c'est très rare que Mallarmé donne une analyse, un mode de lecture de son poème. Et surtout, à l'intérieur de cette lettre, il y a 2-3 éléments qui sont extrêmement importants à partir desquels je vais travailler. Il écrit « J'extrais ce sonnet auquel j'avais une fois songé d'une étude projetée sur la parole. Il est inverse. Je veux dire que le sens, s'il en a un, parenthèse, mais je me consolerai du contraire grâce à la dose de poésie qu'il renferme, ce me semble, fermez la parenthèse, est évoqué par un mirage interne des mots eux-mêmes. En se laissant aller à le murmurer plusieurs fois, on éprouve une sensation assez cabalistique. C'est confesser qu'il est peu plastique, comme tu me le demandes, mais au moins est aussi blanc et noir que possible, et il me semble se prêter à une eau forte, pleine de rêves et de vide. » J'ai supprimé un paragraphe qui ne nous intéressait pas aujourd'hui et il finit avec un autre paragraphe. Alors, tout du paragraphe ne m'intéresse pas, mais c'est le début du paragraphe qui m'intéresse. Il écrit « J'ai pris ce sujet d'un sonnet nul, se réfléchissant de toute façon, parce que mon œuvre est si bien préparée et hiérarchisée, représentant comme il se peut l'univers, que je n'aurais su, sans endommager quelques-unes de mes impressions étagées, rien en prélever et aucun sonnet ne s'y rencontre. » Bon. Alors, à partir de ça, je vais essayer de vous proposer 2-3 modes de lecture pour arriver à comprendre ce qui se passe. Premier mode de lecture, Mallarmé dit qu'il s'agit d'une étude sur le langage, ce qu'il appelle, lui, la parole avec un P majuscule. Okay, le poème est donc une image de lui-même comme expérience sur le langage. Okay, et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour vous puissiez faire, en tant que lectrice ou lecteur, l'expérience de ce langage comme parole, et non pas de ce langage comme sens, il faut que le poème devienne image. Et pour devenir image, il faut que le poème il se clôt sur lui-même comme secret. Extrêmement important. Et en tant que secret, il produit et provoque une expérience nouvelle. Et cette expérience nouvelle, elle est extrêmement importante. 2 expériences qui sont extrêmement importantes pour Mallarmé. Produire de la poésie et, surtout, produire la disparition élocutoire du poète. À partir de ça, il pourra y avoir œuvre, et cette œuvre, elle pourra être une expérience sur la parole dans ce que vous voyez devant vous. D'accord ? Alors, je vais quand même continuer à expliquer comment tout ça marche. Alors, pour toute la compréhension de cet espace, évidemment, je me suis référé, il faut se référer, au texte qui sera publié en 1897, qui s'appelle « Crise de vers », et qui est publié dans un ensemble de textes qui s'appelle « Divagation », que je vous invite évidemment à lire. C'est un texte qui est fondamental pour la compréhension de Mallarmé. Donc ça, c'est la première chose extrêmement importante, c'est-à-dire qu'en tant qu'objet tautologique sur la parole, cet objet devient un poème, et 2, il permet la disparition élocutoire du poème. Ça, c'est le premier stade fondateur. Deuxième chose extrêmement importante dans le texte de la lettre que je vous ai dit, c'est cette chose qu'il écrit. Il est inverse. Alors, le « il est inverse », pour moi, c'est un truc extrêmement important. Il est inverse, c'est-à-dire sans sens ou presque, sinon il doit être pris comme un mirage. C'est-à-dire que ce que vous voyez n'est pas quelque chose comme parole que vous allez essayer de comprendre comme du sens, mais quelque chose comme parole que vous allez essayer de saisir comme mirage. Je reviendrai tout à l'heure sur l'interprétation du mot mirage et je vous en dirai un certain nombre de choses. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se produire dans l'expérience de la lecture et dans l'illusion de la lecture. Donc, ça veut dire que le poème est à la fois secret et mirage. Okay ? Alors, pour comprendre comment ça marche, c'est je me suis interrogé sur cette question de la présence du inverse. Pourquoi il est inverse ? Alors, on sait que Mallarmé, dans la période où il écrit, donc il écrit en 68, on sait que Mallarmé a fait plusieurs séjours à partir de 64 à Avignon et qu'à partir de 1867, Mallarmé a été nommé prof d'anglais à Avignon. Okay, et qu'à Avignon, il va découvrir une chose fondamentale, c'est-à-dire qu'il va découvrir la littérature des troubadours. Et parmi la littérature des troubadours, il va faire la découverte de Rimbaud d'Orange. Et parmi la découverte de Rimbaud d'Orange, il va découvrir un des poèmes les plus importants de Rimbaud d'Orange. Donc Rimbaud d'Orange, c'est XIIe siècle, il meurt en 1171. Et il va découvrir ce poème. Alors, il n'y a pas de titre dans les pièces des troubadours, mais donc il est toujours indiqué par son premier vers, que le poème qui est Resplendent la flor simversa,
qui est un poème qui est fondateur de la littérature des troubadours, et qui est donc ce poème. Je vous en ai donné les 2 premiers vers, et je vous ai donné à côté, je vous ai fait une traduction pour que vous puissiez saisir. Je vous laisse regarder comment fonctionne le texte, mais surtout, il y a cette question de la fleur inverse. Qu'est-ce que c'est alors brille la fleur inverse? La fleur inverse, c'est exactement ce que produit le poème en tant qu'expérience sur la parole. Il a la possibilité dans le poème de produire en tant que poète, l'image de ce qu'est une fleur inverse. Voilà. Ça n'existe pas dans le monde, mais dans le poème, on peut produire une fleur inverse. C'est-à-dire, alors brille la fleur inverse sur les tranchants de falaises et sur les tertres. Quelle fleur, nel, gel ou givre. Alors évidemment, en provençal, c'est magnifique. Cals flors, neus gel, c'est conglapis, etc., etc. Et donc évidemment, c'est une fleur inverse. Et la fleur inverse, en fait, elle permet la création d'un monde qui n'existe pas. Okay, qui n'existe pas là où je suis, mais qui existe là où je peux me projeter comme expérience. Donc, je crois que c'est cette première chose qui est importante, c'est de considérer que Mallarmé a la compréhension de la puissance du poème comme structure d'inversion à partir de ça. Ça veut dire que, à partir de ça, on peut comprendre un certain nombre de choix stylistiques. Je vous remets sur le poème de Mallarmé. Donc ça, c'est le poème de Mallarmé. Ces choix stylistiques sont donc ceux d'une alternance simple, comme faisaient les troubadours. Les troubadours choisissaient des sons, d'accord ? Et à partir de ces sons, ils bloquaient en fait une structure rythmique. Et donc, ils s'efforçaient de faire tourner. Je vous montrerai ça sur une autre pièce après. Mais du coup, voilà, les choses reviennent, puisque d'un vers à l'autre, vous voyez, entre le premier et le deuxième, en fait, c'est les mêmes mots qui reviennent. M-verse revient, tertre, conglapis, etc. Et donc, le poème fait tourner à l'infini les mêmes mots. Donc, du coup, c'est pas tant la question des mots comme production de sens, c'est les mots comme production rythmique à l'intérieur. Donc, le choix de Mallarmé ici, c'est 2 structures rythmiques, 2 structures de rimes extrêmement compliquées. Enfin, celle en or n'est pas si compliquée, mais celle en X est profondément compliquée, parce qu'il en faut 6, tel qu'il le fait. Et sur les 6, il n'y en a pas 6 qui existent dans le dictionnaire. Il en manque, donc il va être obligé d'en inventer une, et je vais essayer de vous en parler immédiatement après. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans ces trucs? Il y en a donc 6. Il y a onyx, phénix, ptyx, styx, nyx et fix. Alors, onyx, on le sait, c'est une pierre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lecture du poème et des rimes doit pouvoir se comprendre à partir de la charge étymologique des termes. Okay ? Entre autres parce qu'il y a énormément de termes qui renvoient au monde antique, lampadophore, phénix, amphore, etc., etc., et qui supposent en fait la possibilité de cette lecture à partir de ça. L'onyx, certes, c'est une pierre, mais onyx en grec, ça signifie l'ongle. Ça veut dire que si je lis le texte de manière littérale, ça veut dire ces purs ongles très hauts dédiant leurs ongles. C'est-à-dire qu'on est dans la formule telle que le faisait la poésie médiévale sur un pur dispositif tautologique. À partir de ce dispositif tautologique, on peut supposer ce qu'il dit dans sa citation. Il est inverse. Je veux dire que le sens, s'il en a un, et il écrit, mais je me consolerai du contraire grâce à la dose de poésie. Je me consolerai du contraire grâce à la dose de poésie. Et bien, c'est exactement cette question-là. La dose de poésie, c'est le tautologique. D'accord ? Une rose est une rose. Est une rose, est une rose, est une rose. Gertrude Stein, etc., etc. C'est ça la dose de poésie. Ce que dit le poème n'importe pas. Le poème est une pure figure tautologique qui commence par une figure close, qui est ces purs ongles tréants donnant leurs ongles. À partir de ça, je comprends qu'il n'y a pas de sens à saisir. Ce qu'il y a à saisir, c'est un dispositif tautologique qui va faire apparaître une puissance particulière, qui est celle du poétique. Okay ? Alors, on peut y revenir, hein, il y a eu des choses bien plus tard. Vous avez Heidegger a longtemps travaillé sur cette question de la tautologie, sur cette question de répéter, produire de la tautologie dans la langue. Ça permet d'ouvrir une faille, et que cette faille, comme non-sens, vous permette d'explorer la mesure du langage. Heidegger le fera, par exemple, sur cette formule « Die Sprache spricht », la parole parle. Et c'est dans cette répétition de ce doublement de la chose qui produit une rupture de sens que vous allez pouvoir produire quelque chose d'autre, qui est donc une image de ce que le langage produit sur vous, plutôt que le sens qu'il produit sur vous. Donc ça, c'est la première chose sur la question de l'onyx. Ensuite, vous avez le phénix. Bon, le phénix, vous savez ce que c'est. Hein. C'est un oiseau qui se régénère infiniment en permanence. Donc exactement, qui est donc une figure, à mon sens, métaphorique du poème. Je vous en reparlerai en conclusion. C'est-à-dire que le poème se brûle à chaque lecture,
c'est-à-dire il tombe à chaque lecture, et donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle lecture, il revient en tant qu'objet purement nouveau. D'accord ? Il n'y a pas d'autre. Et donc c'est pour ça qu'il est main rêve vespérale brûlée par le phénix, et hop, on recommence. Alors après, aucun recueil de cinéraires en forme, c'est posé sur les cendres sont posées sur un espace, et puis hop, on recommence, puisque les cendres ne servent plus à rien, et on recommence une lecture, et on reproduira quelque chose. Le phénix dit aussi la couleur rouge. Hein. L'origine du mot phénix, c'est la couleur rouge, ça donne le terme phénicien qu'on connaît aujourd'hui. Alors Ptyx, je le réserve, je vous en parle après. Styx, vous savez ce que c'est. Le Styx, c'est un des noms du fleuve des enfers. Stuk, en grec, c'est l'effroi, c'est la terreur glaciale, c'est la chose qui bloque l'être dans une angoisse et dans une terreur. Nyx, c'est le nom d'une nymphe aquatique dans les mythologies du Nord, qui vient probablement d'un verbe grec qui est nudzain, qui veut dire laver, blanchir, passer à l'eau, etc. Donc voilà, il y a peut-être aussi tout un truc sur cette question, encore une fois. Le poème, à chaque lecture, se fait blanchir, se lave, et du coup, la lecture suivante en refera autre chose, etc. Et puis la question, le dernier mot, qui est le mot le plus simple, qui est le verbe fixer. Fixer, mais de scintillation situe le septuor. Le septuor est un rapport au musical, donc au performatif. Donc il n'y a pas de fixation possible du poème, autre que dans la disposition d'une autre lecture. En revanche, il reste cette question du ptyx. Nul ptyx aboli biblo d'inanité sonore. Alors évidemment, il faut comprendre le vers d'inanité sonore comme l'inanité sonore de ptyx. Ptyx ne dit rien, c'est-à-dire que c'est un mot qui n'existe pas. Il est donc une inanité sonore, mais il est en tant que ptyx, mais l'inanité sonore vaut pour la totalité du poème. C'est-à-dire un poème, vous l'entendez, mais il ne dit pas plus que ce qu'il est en tant que ça. Donc il n'est pas un bibelot, il ne peut pas être un objet, il résiste à l'objet. On en reparlera, et en même temps il est une unité sonore, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le bloque en tant que tel. Qu'est-ce que c'est que ce ptyx ? Le ptyx n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y a aucun dictionnaire qui contient le mot ptyx. Ptyx, c'est un mot qu'on appelle donc un apax dans la langue française, c'est-à-dire c'est un mot qui n'a qu'une occurrence et qui ne peut pas être utilisé parce qu'on n'en connaît pas le sens. Si l'on cherche dans un dictionnaire, puisque du coup ça marche, puisque chaque mot renvoie à une question chez la pensée grecque, si on cherche dans un dictionnaire grec, il y a l'entrée à ptyx dans la langue grecque ancienne, et ptyx, ça veut dire le pli. Si vous en faites plusieurs, vous faites en français ce qu'on appelle un polyptyque. Okay ? Et donc ce qu'il faudrait peut-être comprendre ici, c'est que le poème ne produit pas de pli. Okay ? Il n'y a pas de pli, parce que le poème, il est là, il est déployé comme une image plane devant vous. En revanche, ce qui deviendra polyptyque, c'est la dimension de la lecture. C'est la lecture qui va démultiplier à l'infini la possibilité d'en faire autre chose. Donc, ça, c'est de comprendre effectivement qu'il y a cette question de... Le poème est donc un polyptyque vide et complexe, qui se saisit comme une image, et c'est la lecture qui permettra d'en démultiplier les possibilités. Autre petit commentaire, une fois qu'on a compris ça, si on passe à la phrase suivante dans la citation de Mallarmé, Mallarmé dit cette chose essentielle, il dit « en se laissant aller à le murmurer plusieurs fois ». Okay ? C'est donc ce qui fait poème, ce qui fait l'expérience du poétique, c'est la dissibilité du poème, le murmurer, et le plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est la répétition. C'est-à-dire c'est ce qui le permettra de lui dire immédiatement après, c'est confesser qu'il est peu plastique. Eh bien oui, il est peu plastique parce qu'en fait, il est performatif. D'accord ? C'est une image performative. Et c'est pour ça qu'il est peu plastique. Alors, c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire que ma thèse est de dire que c'est une image, le poème est une image, mais c'est une image qui n'est pas plastique et c'est une image qui est performative. Voilà, c'est cette thèse que j'essaye de défendre, qui est une thèse qui est complexe, qui suppose l'expérience particulière de ce poème. Et donc, en disant ça, il dit, en se laissant aller à le murmurer plusieurs fois, on éprouve une sensation assez kabbalistique. Alors, évidemment, là aussi, je suis allé bon train, c'est-à-dire que Mallarmé, à ce moment-là, au moment où il écrit cette lettre, il habite à Avignon, puisqu'il est prof à Avignon. Et en même temps qu'il découvre l'occurrence des poètes troubadours, il découvre aussi qu'en même temps, à Vauvert, à 25 km à l'ouest d'ici, à l'époque ça s'appelle Poker, vous avez effectivement l'origine de ce qu'on appelle une des grandes origines de la Kabbale, qui est l'école de Poker, de Posquier, où avec la présence d'un rabbin extrêmement important qui s'appelle Rabat III, donc son nom complet c'est Rabbeinu Abraham ben David, qui est le fondateur de ce qu'on appelle la Kabbale historique.
Bon, alors on ne va pas parler de la Kabbale aujourd'hui, même si ce serait absolument fascinant, mais qu'est-ce que veut dire Kabbale en hébreu? Kabbale en hébreu, ça veut dire recevoir. Qu'est-ce qu'un kabbaliste? Un kabbaliste, c'est quelqu'un qui reçoit et quelqu'un qui fait recevoir. Et bien à partir de ça, on peut parfaitement comprendre la formule de Mallarmé. Qu'est-ce qu'il dit? En se laissant aller à le murmurer plusieurs fois, on éprouve une sensation assez kabbalistique. C'est-à-dire, si je le traduis comme il a pu l'entendre, ce qu'était qu'un kabbaliste quand il était à Avignon, c'est-à-dire, plusieurs fois, on éprouve une sensation assez kabbalistique, c'est-à-dire on éprouve une sensation en tant que receveur. C'est-à-dire c'est une pure expérience de la réception. Or, c'est profondément logique, puisque la première thèse que je vous ai développée, c'est de dire que ce qui fonde l'expérience poétique de Mallarmé, c'est la disparition élocutoire du poète. C'est-à-dire, ça veut dire quoi la disparition élocutoire du poète? Ça veut dire que quand vous lisez le poème de Mallarmé, normalement, si vous le lisez comme il faut le lire, vous le lisez, vous ne pouvez pas entendre la fonction élocutoire de la fonction auteur. Ce n'est pas Mallarmé qui parle, c'est vous. Parce que, comme dans la fonction kabbalistique, c'est vous qui recevez, et c'est à partir de la réception exclusive que vous faites l'expérience de l'œuvre. Et ça, c'est extrêmement important, à mon sens, de comprendre cette question-là. Donc, la sensation kabbalistique désignerait alors pour Mallarmé un problème de réception pour comprendre non pas le poème, mais pour comprendre la manière avec laquelle on se tient dans le monde. Le poème, à partir de ce moment-là, tel que le disait, en tant que mirage, image, n'est pas plastique, mais il est performatif. Or, il faut se souvenir que le mot mirage provient du latin mirror, et que mirror, ça signifie regarder avec étonnement, stupéfaction. Et que mirror traduit en latin, évidemment, le terme grec taumatizein. C'est-à-dire que je dois être devant une expérience qui n'est pas une expérience fondée dans le sens ni l'analyse, mais je dois être devant une expérience brutale, brute, immédiate, devant quelque chose qui est la matière même de ce que le poème me donne, c'est-à-dire à la fois une image et une expérience performative. Et dernière chose que j'aurais à vous dire, extrêmement importante, c'est pourquoi je vous ai gardé le dernier paragraphe. J'ai pris ce sujet d'un sonnet nul, se réfléchissant. Alors évidemment, le se réfléchissant renvoie, vous vous en doutez, à toute la tradition aristotélicienne et kantienne de l'œuvre, la charice aristotélicienne et le plaisir désintéressé chez Kant, c'est-à-dire il n'y a d'œuvre qu'à partir du moment où je me réfléchis devant cette œuvre, sinon il n'y en a pas. Il n'y a pas d'œuvre, c'est autre chose, c'est un processus. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre cette formule qui est un sonnet nul. Alors là encore, ce que je vous propose pour comprendre le sonnet nul, c'est de se dire que, là encore, habitant à Avignon, Mallarmé découvre les troubadours, et découvrant les troubadours, il découvre le fondateur historique de la littérature des troubadours. Le fondateur historique, c'est Guillaume IX d'Aquitaine. Alors, Guillaume IX d'Aquitaine, c'est le Xe siècle, donc il vit à la fin du Xe siècle. Et de Guillaume IX d'Aquitaine, on a extrêmement peu de choses, mais on a une œuvre qui est considérée comme l'œuvre quasiment totémique de l'émergence à la fois de la littérature vernaculaire et de la littérature troubadoresque, qui est donc celle-ci, qui est un chef-d'œuvre absolu. C'est que le premier paragraphe, c'est pas le rey, pas la totalité. Farai un vers de dretnien, je ferai un vers de pur néant, non er de mi ni notre agène, ni de moi ni d'autres gens, non er d'amor ni des joven, ni d'amour ni d'amant, ni de renao, ni de rien d'autre, qu'enans fotrobat sen dormen sous un chivao, comme s'il avait été fait en dormant sur un cheval, qui est donc un pur objet conceptuel, puisque le poème est projeté comme une opération performative, comme s'il avait été fait en dormant sur un cheval. Donc c'est la question du rythme du cheval, et c'est ça qui conduit la rythmicité du poème, et surtout de considérer le liminaire de cette œuvre. Je ferai un vers de pur néant, ni de moi, ni de quelqu'un d'autre, ni de moi, disparition élocutoire du poème, ni d'autres gens, c'est-à-dire personne ne peut prendre la signature de ce poème, ni d'amour, ni d'amant, c'est-à-dire il n'aura aucun sujet, c'est pas le problème du sens, ni de rien d'autre. Il sera donc une expérience performative. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un siècle plus tard, Rimbaud d'Orange répondra à Guillaume IX d'Aquitaine, et il ferait un poème qui sera aussi considéré comme un des objets absolus de la fondation de la littérature occidentale. Et le poème commence par ce vers extrêmement célèbre, qui est « Excotat senior, monosai que c'est ». « Écoutez, messieurs, mon je ne sais ce que c'est », qui ouvrira un style littéraire dans la poésie qu'on appelle le trovarclus,
qui est cette poésie extraordinairement close des troubadours, qui ouvrirait un style qu'on appelle le no sai que cesse, le je ne sais ce que c'est. C'est-à-dire tout d'un coup l'idée qu'il y a une modernité qui va se structurer à cet endroit-là, qui est l'idée qu'il y a une œuvre et que l'œuvre existe parce qu'elle n'est pas absolument en mesure de dire ce qu'elle est. C'est parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est, parce qu'elle ne résiste absolument à la dissibilité de ce qu'elle est, qu'elle peut advenir en tant qu'œuvre. C'est-à-dire qu'elle ne peut l'être que sous la forme performative. Et dernier mot pour finir, je vous rappelle évidemment que Mallarmé meurt en septembre 98 et que la même année, il finira cette autre œuvre emblématique qui est un coup de dé, jamais n'abolira le hasard, et que la fin du coup de dé finit par cette phrase qui est la question du sacre de toute lecture. C'est-à-dire que ce qui fait qu'il y a œuvre, ça n'est exclusivement que la lecture. Donc, conclusion, comment on peut comprendre cet objet? Cet objet se comprend en tant qu'image. Il est une image parce qu'il n'y a pas de sens. Ce n'est pas le sens qui fabrique le poème comme poème. Le poème comme poème existe parce qu'il est une image, et en tant qu'image, il déconstruit la disposition élocutoire du poème, et il déconstruit la dimension plastique de l'objet. C'est parce que l'objet est fondamentalement performatif. Et en tant qu'il est performatif, il peut inverser tout dispositif. Toute lecture deviendra nouvelle parce qu'elle sera toujours autre, etc. Et qu'elle aura renversé tous les mondes possibles qui puissent se faire. Et parce qu'à partir de ça s'ouvre la possibilité de l'émergence d'une expérience, et que c'est ça l'expérience qui fait qu'il puisse y avoir une œuvre.